De retour sur le plateau du média, Hatem Nafti m'a rejoint. Il est essayiste, membre de l'Observatoire tunisien du populisme et auteur de l'ouvrage Notre ami Kais Saïd, essai sur la démocrature tunisienne qui vient de paraître aux éditions Rive Neuve. Nous parlerons du contexte de l'élection présidentielle qui se déroulera ce dimanche 6 octobre en Tunisie. Bonsoir Hatem Nafti. Bonsoir Nadia. Ce dimanche 6 octobre, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle dont le scrutin semble joué d'avance. Le président sortant Kais Saïd est candidat à sa propre succession et favori du scrutin malgré un mandat marqué par une gouvernance populiste et autoritaire. Nous vous avions déjà reçu aux médias en mars 2023 pour parler de l'inquiétante dérive autoritaire de Kais Saïd qui, le 25 juillet 2021, s'est arrogé les pleins pouvoirs en transformant le régime politique grâce à une révision constitutionnelle. Nous avions également discuté du virage identitaire et raciste opéré par Kais Saïd qui, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, avait soutenu que l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique de la Tunisie afin d'estomper son caractère arabo-musulman. Ces déclarations proches des thèses du grand remplacement avait ouvert la voie à une vague de violence anti-noire dans le pays. On a encore en tête ces images de migrants subsahariens chassés et abandonnés dans le désert à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Hatem Nafti, avant de parler de l'élection présidentielle de ce dimanche, j'aimerais en savoir plus sur la situation des migrants en Tunisie. Le traitement qui leur est réservé est-il meilleur ou bien au contraire la situation a empiré? Alors la situation a globalement empiré, mais pour les migrants, heureusement, je suis soulagé de dire ça, il n'y a plus ces scènes de pogrom, de chasse à l'homme qu'on a pu voir à deux reprises en février 2023, mais aussi en juillet 2023, où on a vu des altercations raciales. Ça n'existe plus aujourd'hui, en tout cas pas avec cette violence, mais le problème demeure le même. Il a même été aggravé parce que les autorités européennes, au moment où il y avait ces scènes-là, sont venus signer un mémorandum d'entente sur la question essentiellement migratoire. Bon, on a parlé d'un package, mais en réalité, c'était essentiellement sur la question migratoire. Au moment même où des personnes mouraient dans le désert, les Européens sont venus signer un accord avec la Tunisie pour que le régime continue à être un garde-frontière. Donc de ce côté-là, il y a moins de violence. Le problème demeure le même. Les subsahariens continuent à affluer en Tunisie, notamment à travers les frontières algériennes et libyennes. Et le régime n'arrive pas à parler notamment au gouvernement algérien. Et d'un autre côté, il fait de plus en plus les gardes-frontières pour les pays européens. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se trouvent bloquées. Les associations parlent d'un piège à migrants, c'est-à-dire on les laisse entrer en Tunisie et on les empêche d'aller en Europe. Et souvent, elles ne peuvent plus rentrer dans leur pays qui est en guerre, donc elles sont coincées en Tunisie. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déplacées dans des régions un petit peu moins peuplées, avec des populations, pour le coup, beaucoup plus vulnérables. Donc on les a sortis des centres-villes. Et on les a dirigés, notamment dans la région de Sfax, dans l'arrière-pays de Sfax, dans des oliveraies, donc face à des populations qui elles-mêmes sont démunies, ou en tout cas ont moins de pouvoir d'achat et pèsent moins aussi électoralement. Donc on les a mis en prise avec des personnes précaires. Et aujourd'hui, voilà, la situation est là. Il y a de plus en plus de migrants qui sont coincés en Tunisie et on essaye juste de les éloigner des regards du plus grand nombre, Sfax étant la deuxième ville du pays. Alors parlons désormais de l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Vous vous introduisez votre dernier livre en évoquant une élection qui vient clôturer un quinquennat inédit dans l'histoire de la Tunisie indépendante. En quoi diffère-t-il des mandats de ses prédécesseurs ? Alors, la Tunisie a connu à peu près 60 ans de régimes autoritaires. Donc, depuis l'indépendance jusqu'à la Révolution, on avait des élections jouées d'avance, très souvent des élections à candidat unique. On a même eu Bourguiba s'est octroyé la présidence à vie. Donc, on était un petit peu habitué à ce genre de scrutin où il n'y a aucune surprise. Après la Révolution, il y a eu une sorte de démocratisation du régime qui a abouti à des élections qui étaient rudement disputées et on pouvait difficilement
savoir qui allait l'emporter. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de verrouillage inédit qui peut même surpasser ce qu'on a connu sous Bourguiba ou Ben Ali, parce que voilà, on y mettait un petit peu les formes. Là, par exemple, la loi électorale a été modifiée une semaine avant l'élection. Un des 3 candidats admis est en prison et aujourd'hui les autorités judiciaires s'empressent de le condamner définitivement pour qu'il puisse derrière être recalé et donc que ses voix soient annulées. 3 candidats ont été empêchés de concourir alors qu'ils avaient un dossier complet. Ils ont été rétablis dans leur bon droit par le tribunal administratif. Non seulement l'instance électorale a refusé d'obtempérer, mais par ailleurs, les députés ont changé la loi pour que le tribunal administratif ne gère plus le contentieux électoral. C'est-à-dire c'est quand même une élection... C'est la Cour d'appel qui le gère désormais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la justice judiciaire, c'est-à-dire la justice pénale pour aller vite. Avant, c'était le tribunal administratif, c'était l'élection, c'est des décisions administratives, donc c'est assez logique que ce soit le tribunal administratif. Donc la loi a été changée pour non seulement invalider les décisions du tribunal administratif de rétablir ses candidats, empêcher ces candidats d'ester en justice et de contester cette décision, et par ailleurs soumettre cela à une justice qui est aujourd'hui totalement aux ordres, à savoir la justice pénale, qui est aujourd'hui aux ordres de l'exécutif. Et quand un magistrat ne juge pas comme le voudrait le régime, il peut être, et on l'a vu, il peut être révoqué, il peut être muté de force. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la présidente d'un tribunal qui a ordonné la libération de ce candidat, donc Aïcha Zamel. Elle a ordonné sa libération. Le lendemain, elle a été mutée à l'autre bout du pays, à quelques mois de la retraite. Donc c'est une justice qui est clairement aujourd'hui acquise au régime. Donc l'élection, forcément, se tient dans un climat tendu, marqué par l'arrestation d'opposants, l'exclusion de nombreux candidats, vous l'avez dit. Des manifestations en défense des droits et libertés ont eu lieu les 13 et 22 septembre dernier. Entre 500 et 1000 personnes, y compris des militants de l'opposition et de la société civile, ont défilé dans la capitale pour dénoncer donc ce projet de révision de loi électorale, finalement adopté en large majorité par le Parlement le 27 septembre dernier. Vous nous en avez déjà dit beaucoup, c'était ma question, sur les manœuvres déployées par le président sortant pour verrouiller le scrutin et assurer sa réélection. Le président Kais Saïed a également procédé à un remaniement ministériel qui a suscité de nombreuses interrogations et qui est intervenu à un mois des élections présidentielles. Quels sont les enjeux autour de ce remaniement ? Alors, il y a un double enjeu. Le premier enjeu pour le président de la République, c'est d'enjamber l'élection. Il se comporte comme s'il n'y avait pas d'élection. Il ne fait pas campagne. Il y a quelques-uns de ses partisans qui se baladent dans les rues en arborant son portrait. Ce n'est pas ce que j'appelle une campagne électorale. Il a même réduit de manière drastique les frais de campagne. De toutes les façons, il est aujourd'hui impossible en réalité de tenir de grands meetings tels qu'on les a connus entre 2011 et 2021. Là, pour l'heure, il a 2 candidats qui sont... Il y a 2 candidats. Enfin, il y en a un qui est en prison. Donc oui. La question est réglée pour lui. Donc il a un candidat face à lui alors qu'il y avait quand même 17 candidatures qui avaient été déposées. Il y avait 17 candidatures. Certaines d'entre elles n'étaient... la commission a eu raison d'écarter. Il y avait des personnes qui avaient un défaut de parrainage, etc. Donc il y avait 17 qui ont déposé un dossier. Ça ne voulait pas dire pour autant que ces dossiers étaient valides. Mais il y en a au moins 3 qui ont déposé des dossiers valides, qui représentent un petit peu les forces aussi qui pèsent en Tunisie, à savoir un ancien ministre de Ben Ali, aujourd'hui une véritable nostalgie de l'ancien régime, un ancien ministre islamiste et un conservateur. Donc ce sont réellement des familles politiques qui pouvaient un petit peu gêner le président de la République. Donc eux, ils ont été empêchés. Et ce monsieur, donc Aïcha Zamel, qui était un inconnu, mais qui aujourd'hui se trouve par la force des choses, être le candidat d'une bonne partie de l'opposition, aujourd'hui, on essaye tout simplement de faire annuler ses voix. C'est-à-dire que c'est lui qui est en détention. C'est lui qui est en détention et on tient, parce que la commission électorale peut annuler une élection, en tout cas peut annuler des voix obtenues par un candidat qui aurait été définitivement condamné pour manœuvre électorale. Donc lui, on l'accuse d'avoir trafiqué ses parrainages. Ces accusations qui, selon vous, sont fallacieuses ? Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le système de parrainage est un système très fragile. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut parrainer un candidat. Je l'ai moi-même fait. Le problème, c'est que si la personne se déjuge, il est très difficile de savoir si elle a véritablement parrainé quelqu'un ou s'il y a eu fraude. Et normalement, une justice
juste, entre guillemets, devrait prouver, si jamais il y a fraude, il faut aussi prouver que le candidat en lui-même a fraudé. Et c'est ça, en réalité, ce que disent les avocats. Ils disent, oui, alors c'est une personne qui s'est déjugée, pourquoi pas, mais aucune, encore une fois, d'après les avocats, parce qu'on n'a pas, si vous voulez, la version des autorités et du parquet. Donc, ce qu'expliquent les avocats, c'est qu'ils disent, oui, il y a des personnes qui ont dit, je n'ai pas parrainé un tel, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'un tel vous a corrompu pour que vous le parrainiez. On parle de 10 000 parrainages. Imaginez, c'est juste pas possible qu'on demande à 10 000 citoyens de vous parrainer. Et donc aujourd'hui, il y a une justice qui est extrêmement rapide. Et aujourd'hui même, il vient d'être condamné en appel dans l'une de ces affaires. Condamné en appel alors qu'il n'a même pas été entendu. Donc la Cour d'appel a confirmé ce que disait le tribunal de première instance. Et donc c'est une condamnation qui peut être considérée comme définitive, même s'il y a un pourvoi en cassation. Et l'idée, c'est qu'on arrive avec au moins une condamnation définitive pour que la commission électorale, qui a été nommée par le président de la République et qui lui voue une allégeance, contrairement à ce qu'elle dit, vienne dire, oui, mais là, j'ai quelqu'un qui, entre-temps, a été condamné pour avoir acheté des parrainages. Et donc, il est tout à fait normal que je l'écarte. Et si on l'écarte, il y a beaucoup de choses. La première des choses, c'est que mathématiquement, vous aviez 3 candidats. Si vous n'en avez plus que 2, il n'y a plus qu'un tour. Et deuxième chose, je pense que si les autorités agissent de cette manière aussi décomplexée, c'est que elles ne sont pas assurées de l'élection de Kais Saied, et donc il ne fait même pas semblant. Donc sa cote de popularité a chuté parce qu'il était plutôt soutenu par les classes populaires. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a plus d'indicateurs. On était abreuvé, vraiment en Tunisie comme en France, on était abreuvé de sondages, de popularité, etc. On a arrêté d'en publier parce que les sondeurs ont peur et parce que, y compris quand vous discutez avec des sondeurs, ils vous disent, même la personne qui me répond, il y a un facteur peur qu'on n'arrive pas à déterminer. C'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient dire, vous pouviez dire que vous alliez voter pour l'opposition, vous êtes pour la chute du régime, etc. D'ailleurs, Kais Saied lui-même, pendant 10 ans, c'est ce qu'il a fait. Il a profité de la parenthèse libérale pour précisément dire qu'il était contre le régime, qu'il voulait que le régime change. Aujourd'hui, si ce même Kais Saied était dans l'opposition, il serait en prison pour complot contre la sûreté de l'État et que sais-je. Donc aujourd'hui, les sondeurs, même quand ils demandent, il y a des gens qui leur répondent et ils essayent d'estimer le facteur peur. Vous pouvez dire « je suis pour le président », mais en réalité, vous avez juste peur de la délation, de finir en prison. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion à son projet. Ça, on peut le... Comment vous pouvez le savoir ? Parce qu'il y a eu des élections intermédiaires et qu'il a changé les règles du jeu pour instaurer un nouveau système, donc plutôt ultra-présidentiel, mais avec des élections législatives et des élections locales. Et par 4 fois, donc 2 fois 2 tours, pour les 2 chambres en réalité du Parlement tunisien, le taux de participation était de 11%. C'est un record mondial. Il n'y a pas un autre pays qui a obtenu ça. Ça veut dire que les gens, en tout cas, ne croient pas à son projet, mais il y a, à mon sens, ce qu'on appelle une adhésion plutôt passive. C'est-à-dire que Kais Saied a un narratif qui se tient, basé sur la théorie du complot. Il y aurait des complots intérieurs, extérieurs, qui toucheraient le pays. La question vous avez parlé tout à l'heure de la question des subsahariens. C'est la théorie du grand remplacement. D'ailleurs, il a été applaudi par un grand démocrate qui est Éric Zemmour. Il a tweeté dans la journée pour dire, voyez, même au Maghreb, il commence à ouvrir les yeux. La théorie du grand remplacement est une théorie du complot. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des Européens qui veulent se débarrasser des Noirs. Il y a des Noirs qui veulent coloniser toute l'Afrique, et notamment l'Afrique du Nord, et qui fait que des personnes comme vous et moi, nous sommes considérés comme des colons aussi, parce que n'étant pas noirs. Donc c'est une théorie du complot, mais il y en a plein d'autres. Les problèmes économiques sont expliqués par le complot. La Tunisie connaît une sécheresse depuis 6-7 ans. Il y a des explications, donc il y a des coupures d'eau, ce qui est assez logique en réalité. Il y a un problème en plus de distribution de l'eau. Il y a des ministres qui vous expliquent ça, ils vous disent on est obligé de couper l'eau, on essaie de le faire le soir pour gêner un minimum, mais il faut absolument faire ça pour que ça s'arrange. Et vous avez le président de la République qui s'en vient derrière et qui dit non, pas du tout. S'il y a coupure d'eau, c'est qu'il y a des gens qui complotent, qui sabotent les canalisations. Qui sabotent exactement pour que vous soyez en colère et que vous retourniez contre moi en réalité. Donc il y a cette théorie du complot qui installe tout un narratif et qui désigne à chaque fois un bouc émissaire. Alors c'est soit les anciennes élites, soit les Noirs,
pouvoir, soit même l'administration, l'État profond. Donc on retrouve un petit peu le même schéma de toutes les théories du complot. Donc on a un président qui se déresponsabilise. Il se déresponsabilise totalement et il est doublement irresponsable. C'est-à-dire, il ne s'estime responsable de rien, et en plus, dans la Constitution qu'il a mise en place, il est responsable de rien du tout. C'est-à-dire il ne peut pas être démis par le Parlement, ce qui existait même sous la dictature. Sous la dictature, on pouvait, dans des cas très particuliers, le Parlement pouvait se constituer en haute cour et destituer. C'était un régime assez similaire à ce qu'il y a en France, et donc destituer le président de la République. Aujourd'hui, il ne répond de rien. Il est pénalement irresponsable. Bon, ça existe chez pas mal de présidents, mais aussi, il ne peut pas être démis de ses fonctions. Donc, à partir de là, on ne sait pas. Mais ce qu'on retrouve, c'est qu'avec toutes ces théories du complot, vous avez un narratif qui s'installe d'un complot généralisé qui vise les Tunisiens. Et il y a une seule personne qui est capable de lutter contre ce complot, c'est ce président de la République. Et donc, les gens font corps autour de lui. Mais ce que je vous raconte, je suis incapable en tout cas, de le chiffrer, parce qu'il n'y a plus du tout de sondage de popularité. Donc, on peut plus mesurer, il n'y a plus de sondage, donc on ne peut plus mesurer la cote de popularité du président Kais Saïed. Est-ce qu'on a des chiffres qui indiquent un peu les intentions de vote non plus, le taux de participation à ces élections? Non, c'est une grande inconnue. Et puis, il y a un véritable dilemme par rapport aux oppositions, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui dit il faut de toutes les façons, il faut voter contre lui, il faut qu'il s'en aille. Donc on va aller aux élections. Et il y a une autre partie qui vous explique que oui, mais d'un autre côté, le jeu est tellement biaisé. Je vous ai raconté jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, la justice est mobilisée clairement pour le camp présidentiel. Le jeu est tellement biaisé qu'y participer, en réalité, on sait très bien qu'il ne va pas partir en perdant une élection. Il l'a déjà même annoncé. Il a dit aujourd'hui, c'est une bataille. Soit je reste, soit c'est la mort. Enfin, quelque chose comme ça. Il a fait une référence islamique qui va dans ce sens-là. Il a aussi dit, il est hors de question que je confie le pays aux traîtres et aux non-patriotes. Quand vous voyez qui sont les traîtres et les non-patriotes, c'est tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc, il y a en réalité un dilemme, et vraiment l'opposition est très divisée sur cette question. Est-ce qu'il faut aller voter en estimant que de toutes les façons il y a une sorte de ras-le-bol généralisé qui pourrait faire soit il perd de l'élection, soit qu'il soit obligé de trafiquer ses élections, et donc ça entamerait sa légitimité? Il y a une autre partie qui explique, mais attendez, de quoi parle-t-on? C'est un jeu biaisé, et le type, j'ai envie de dire, ne se cache même pas pour vous le dire, c'est-à-dire il fait même pas semblant. Et donc la participation dépendra énormément de ça. Est-ce qu'on en sait d'ailleurs plus sur le sort réservé, enfin on le connaît, elle a été condamnée à 8 mois de prison ferme, à l'avocate et chroniqueuse Donia Damani, qui a été condamnée justement en raison de propos jugés hostiles à l'égard du président. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette avocate? Oui, on essaye d'avoir des nouvelles de tous les prisonniers d'opinion. C'est pas, c'est la dernière qui a été condamnée, je crois. Non, il y en a plein. Il y en a tout le temps. Et d'ailleurs, on n'arrive pas on n'arrive pas à estimer le nombre de personnes qui ont été condamnées en vertu de ce décret loi 54. C'est un texte qui a été édicté par le président de la République en l'absence d'un parlement, parce qu'il gouvernait par décret loi à l'époque, et qui fait encourir jusqu'à 10 ans de prison toute personne coupable, entre guillemets, de fake news. Alors, fake news, en réalité, c'est la critique du gouvernement. Parce que, à titre personnel, je suis calomnié, mais tous les jours, par les proches du... Vous avez le droit d'entrer en Tunisie ? Pardon ? Vous avez le droit d'entrer en Tunisie ? Alors, en théorie, j'ai un passeport tunisien, donc je peux rentrer en Tunisie. Ouais. On m'a largement déconseillé de le faire. Donc, ça fait 1 an et demi que j'y ai plus mis les pieds. Et j'ai eu des menaces, y compris des menaces physiques, où on m'a dit qu'il valait mieux pas que je rentre. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que je dis aujourd'hui, un procureur pourrait dire que c'est des fake news et je pourrais être condamné jusqu'à 10 ans de prison, juste pour notre entretien actuel. Alors, est-ce que les États européens n'ont pas intérêt aussi à soutenir la candidature de Kais Saïed? Vous l'avez dit tout à l'heure, et je vais peut-être le rappeler, depuis début 2024, les arrivées en Italie en provenance de la Tunisie ont chuté de 82%, selon le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Même s'il s'en défend, le chef de l'État tunisien est devenu le garde-frontière brutal de l'Europe. C'est ce qu'on peut lire dans un article paru dans Le Monde. Donc, on sait aussi que dans une note diffusée le 7 juillet dernier, 27 ministres des Affaires étrangères se sont dit très inquiets par rapport à la détérioration du climat politique, un espace civique qui se rétrécit. Mais en même temps, ces États-là, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à
pousser et soutenir Kais Saïed pour qu'il reste au pouvoir, puisqu'il fait le travail de sous-traitance en matière migratoire. Ah mais complètement. Il faut toujours se méfier de ce discours des valeurs. Je prends toujours l'exemple, loin de la Tunisie, je prends l'exemple de la France qui lutte contre l'islamisme. Ça, c'est un sujet très entendu. La France lutte contre l'islamisme en Iran, contre l'islamisme en Afghanistan, mais bizarrement, à ma connaissance, l'un des pays les plus islamistes au monde, l'Arabie Saoudite, là, on n'y touche pas vraiment. Donc là, ça gêne beaucoup moins, vous voyez. Donc la question de l'adaptation des valeurs, c'est pas nouveau. Mais pour revenir au cas tunisien, oui, il y a une volonté des pays européens aujourd'hui, enfin, vous en parlez tous les jours, la question migratoire est devenue obsessionnelle chez les gouvernements. Il se trouve que le pays européen le plus proche de la Tunisie, c'est l'Italie, et il se trouve que c'est un pays qui est aujourd'hui dirigé par Giorgia Meloni, qui est devenu un petit peu la Madame Immigration de toute l'Union européenne. Ça arrange tout le monde en réalité, c'est dire laisser la facho faire son... C'est ce que font les Français en réalité. Il n'y a plus véritablement de soutien direct, mais on est bien content que Meloni gère le cas tunisien. C'est elle qui a été à l'initiative du mémorandum qui a été signé avec l'Union européenne. Donc il y a la question migratoire, mais il y a aussi une question d'influence. C'est-à-dire on a un Occident qui, de plus en plus, a l'impression, enfin, se sent de plus en plus fragile. Il y a de plus en plus de pays, notamment en Afrique, qui se tournent qui vers la Russie, qui vers la Chine, qui vers les deux. Et la Tunisie se trouve que c'est l'un des tout derniers pays africains qui soit toujours un petit peu dans l'escarcelle et européenne et occidentale et francophone. C'est l'un des tout derniers pays francophones d'Afrique qui continue à avoir de bons rapports avec la France. Donc il y a cette peur. La semaine dernière, il y a eu un article du Guardian qui parlait d'une note au sein de l'équivalent du ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, où on disait d'une part qu'on s'inquiétait de la dérive autoritaire en Tunisie et qu'à un moment, c'est plus possible de soutenir ce qui se passe. Mais à la fin, ce qu'il disait, c'est assez intéressant et c'est assez révélateur pour moi. Si on arrête de soutenir la Tunisie, elle va se tourner vers des pays hostiles. Alors, ils n'ont pas nommé les pays hostiles, mais on comprend très bien. On parle essentiellement de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Et moi, j'en sais quelque chose. À chaque fois qu'il y a une visite d'un Russe en Tunisie, je suis assailli d'appels de journalistes occidentaux qui se disent « Oh là là, on a perdu la Tunisie, etc. » En réalité, si on fait le bilan de Kais Saïed, au bout de 5 ans, s'il y a un bloc avec lequel les relations se sont même améliorées, c'est le bloc occidental. La Tunisie continue la coopération militaire avec les États-Unis et la coopération migratoire a atteint un niveau inédit avec l'Union européenne. Avec la Chine, avec la Russie et avec l'Iran, j'ai envie de dire, ils ont d'autres chats à fouetter. La Tunisie n'est pas un pays stratégique pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une entreprise générale de présenter une sorte de contre-modèle occidental. On sait que la Chine y travaille, que la Russie y travaille encore plus. Mais si vous voulez, la Tunisie n'est pas à ce point stratégique pour qu'on y investisse autant d'argent. La Chine, par exemple, les proches du président pour une partie, viennent d'une gauche assez radicale qui veulent qu'on se désoccidentalise et qu'on rompe avec le FMI. Moi, je bois du petit lait quand on me dit ça. Je n'ai pas du tout de problème avec ça. Mais en réalité, quand ils sont allés voir la Chine, par exemple, l'ambassadeur de Chine l'année dernière, il a dit « On peut vous aider, mais signez d'abord avec le FMI ». Donc, la Tunisie n'est pas prioritaire sur l'agenda de ces pays. Il n'y a pas eu d'avancée significative avec ces pays, mais c'est suffisant pour faire ce chantage aux pays occidentaux. Continuez à me soutenir, sinon je vais regarder un petit peu plus vers l'Est. Le risque de conflit, est-ce qu'il est réel entre les partisans de Kais Saïed et de ses opposants qui considéraient le scrutin illégitime? On l'a dit tout à l'heure, le climat est très tendu durant ce temps de l'élection présidentielle, mais post-élection présidentielle, qu'est-ce qui risque d'arriver en Tunisie? Alors honnêtement, et j'espère avoir raison, mais je le pense, il n'y aura pas ce qui peut se passer dans d'autres pays quand une élection est truquée. Il n'y aura pas de heurts. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que aussi bien les proches de Kais Saïed que les opposants, il y a une dépolitisation immense. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition et de la société civile. On a réuni entre 500 et 1000 personnes.
Le Grand Tunis, c'est 2 millions de personnes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, et c'était essentiellement des CSP+, et ce qu'on appelle ici une jeunesse urbanisée, plutôt occidentalisée d'ailleurs. C'est tout en réalité. Les quartiers populaires qui ont bougé, par exemple, pour faire chuter Ben Ali, aujourd'hui, ils ne bougent pas. Il y a une apathie générale, il y a un retour de la peur aussi. Donc, et cette jeunesse était plus politisée durant les soulèvements de 2010 et 2011. Tout à fait, parce qu'il y avait dans les quartiers populaires une politique contestataire, alors qui existe aujourd'hui, mais en tout cas qui est étouffée. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que c'est le principe de la cocotte minute. Le jour où elle explosera, et je pense que c'est une erreur vraiment, si l'opposition, une partie de l'opposition, tablait sur des troubles sociaux, je pense que aujourd'hui, personne, en réalité, même quand il y a des manifestations des anti-Raïs Saïd, il essaye toujours de faire une contre-manifestation et de peler trois tondus, alors qu'il a les moyens de l'État, etc., etc. Donc personne n'a véritablement de troupes sur le terrain. Il y a une démobilisation générale. Et donc, à mon sens, une explosion sociale, il ne faut pas tabler dessus, parce que, pour le coup, si explosion il y a... ça ne va pas atteindre que le pouvoir, ça va atteindre tout le monde et ça va être terrible. Donc je ne le souhaite pas et surtout je ne le vois pas. Je pense qu'il y a une sorte de résignation, que ces élections, de toutes les façons, sont truquées. Je ne parle pas forcément de bourrage d'urne, mais quand vous avez un tel déséquilibre, une telle violation des lois, déjà, on n'est plus dans un scrutin qu'on dit libre et transparent. Ce n'est plus le cas, déjà en amont, avant même qu'on commence à voter. C'était pas le cas non plus sous Ben Ali. Et les Tunisiens ont quand même réussi à faire chuter un homme qui restait 23 ans au pouvoir. Mais pas après avoir truqué une élection. C'était un mouvement social. Effectivement, c'est le principe de la cocotte minute, c'est-à-dire que la même année, si vous voulez, donc le 17 décembre 2010, il y a eu ce Mohamed Bouazizi qui s'est immolé par le feu, entraînant donc tout ce qui s'est passé. 6 mois auparavant, il y a eu un autre jeune de Monastir qui a fait la même chose et qui n'a ému personne. 2 ans auparavant, il y avait un fort mouvement social dans le sud-ouest de la Tunisie, dans le bassin minier de Tunisie, qui a été maté dans le sang. Moi, à l'époque, je vivais encore en Tunisie. Très, très peu de gens ont entendu parler, ne serait-ce que de cette répression. Donc là, c'est pas... encore une fois, il y a un risque d'explosion qui me semble minime, mais quasi inexistant pour la semaine prochaine. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que si on sombre dans la violence, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il faut essayer de trouver une solution pacifique. Mais quelle solution ? Pour l'instant, des perspectives. Pour l'instant, je ne vois pas de solution dans l'immédiat, sauf à rappeler, à œuvrer de manière pacifique pour rappeler, pour expliquer, un petit peu aussi, casser un petit peu le mythe de ce chevalier blanc qui ne s'est jamais sali dans la salle politique, etc. Il a vraiment cette image. Aujourd'hui, quand vous employez la justice, quand vous employez la police, quand vous en prenez à des pauvres migrants subsahariens, que vous les déshumanisez, je ne vois pas du tout en quoi ça vous glorifie. Donc, moi, j'essaye de convaincre à ma petite échelle. Et pour vous le dire aussi clairement, c'est pas en écrivant des livres en français que je vais m'adresser aux masses. J'en suis parfaitement conscient. Je ne me considère pas non plus comme un acteur politique de premier ordre, mais il faut continuer à lutter. De toutes les façons, c'est tout ce que je sais faire, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Tunisie. Je ne sais que lutter pacifiquement et essayer de convaincre jusqu'à ce que les gens soient convaincus, mais en aucun cas une explosion des violences ne profiterait, y compris aux gens qui sont aussi aujourd'hui dans l'opposition. Donc ce n'est ni souhaitable là, à titre personnel, ni philosophiquement souhaitable pour moi, ni même cyniquement souhaitable. Merci beaucoup, Hatem. Nafti, je rappelle que vous êtes essayiste, membre de l'Observatoire tunisien du populisme et auteur de l'ouvrage Notre ami Kais Saïd, essai sur la démocrature tunisienne qui vient de paraître aux éditions Rive Neuve.